Bienvenue sur le podcast traditionnel, le podcast qui tente d'aider les couples à placer le curseur entre vie familiale, vie de couple, équilibre financier et professionnel, mais surtout à rester alignés avec leurs valeurs. L'objectif assumé de ce podcast est de remettre en lumière et au goût du jour le modèle familial traditionnel, accusé d'être à l'origine de tous les maux, alors qu'il devrait nous évoquer avant toute chose l'amour inconditionnel, l'entraide et le partage. Nous avons tous besoin d'une famille. J'en veux pour preuve qu'aujourd'hui comme hier, lorsqu'elle manque ou qu'elle est dysfonctionnelle, pour utiliser un terme à la mode, c'est toujours la blessure mère de toutes les autres. Ces femmes et ces hommes que vous allez entendre au fil de ces épisodes ont choisi de placer la famille au cœur de leur vie comme un ancrage immuable autour duquel s'articule tout le reste. Là où on nous enjoint à ne capitaliser que sur nous-mêmes, à constamment assurer nos arrières, y compris contre notre conjoint, parfois même aux dépens de nos enfants. Le but n'est pas de culpabiliser qui que ce soit, que vous travaillez ou que vous soyez au foyer, que vous soyez en couple ou célibataire, parents ou non, tout le monde peut se retrouver dans les histoires que vous allez entendre ou nourrir ses propres réflexions. Je m'appelle Alicia, je suis une épouse et une mère comblée et je vous souhaite la bienvenue sur Traditionnel. Bonjour à tous. Avant de commencer cet épisode, je voulais simplement vous dire un petit mot, puisque ces dernières semaines, la fatigue hivernale s'est installée et donc j'ai besoin de lever un petit peu le pied. Ce sera le dernier épisode de l'année, le temps pour moi de me reposer, de profiter de ce temps de l'Avent et des fêtes qui vont suivre avec ma famille. Le podcast fait une petite pause, mais par contre je continuerai à être présente et active sur Instagram. Et bien sûr, si cet épisode ou n'importe lequel des épisodes vous touche, n'hésitez pas à le partager autour de vous. C'est grâce à vous que ce podcast peut continuer à se diffuser et à toucher des personnes qui ne connaissent pas encore cette émission et qui pourraient être sensibles aux thèmes que j'aborde ici. Je vous souhaite un très beau temps de l'Avent, de belles fêtes de Noël, de bien profiter avec votre famille et vos amis. Et on se retrouve en janvier 2026 pour de nouveaux épisodes. À bientôt. Aujourd'hui, je reçois Mireille. Mireille, tu es camerounaise, mariée à Nicolas, qui lui est sénégalais. Ensemble, vous avez 5 enfants ici en France avec vous. Et toi, tu as une grande fille de 21 ans, c'est ça ? Oui, c'est ça. Qui vit encore au Cameroun. Tu as vécu quelques années en Tunisie avant de t'installer ici et j'avais très envie qu'on parle ensemble de ce mélange de cultures qui fait la richesse de votre famille. On va évoquer les différences culturelles autour de la famille, de la manière d'éduquer les enfants, mais aussi de la place de chacun dans le couple et la façon dont votre foi se vit et se transmet à travers tout ça. Ça te va ? Ça me va. Donc déjà, est-ce que tu peux te présenter, nous présenter un peu ton parcours, ta famille, d'où tu viens, ce qui t'a amené en France ? Bonjour Alicia, merci de m'avoir invitée ici. Alors je suis Mireille, j'ai fêté mes 44 ans, oui, il y a quelques jours. Je suis camerounaise de père et de mère, mariée à Nicolas, sénégalais. Nous sommes mariés depuis 15 ans. Nous avons 5 enfants, Émile 13 ans, Michel 11 ans, Marguerite 5 ans, André 3 ans et Anna-Noémie 1 an. J'ai étudié essentiellement au Cameroun. Nous nous sommes rencontrés au Cameroun, Nicolas et moi. Il était en mission au Cameroun et nous avons commencé à nous fréquenter. Puis, pour des raisons professionnelles, j'ai dû me déplacer pour la Tunisie. Et c'est lorsque j'étais en Tunisie que nous avons décidé de nous marier. Okay. Et donc, il m'a rejoint en Tunisie. Nous y avons vécu quelques années jusqu'à la naissance d'Émile. Et ensuite, il a fallu que je retourne au Cameroun pour des raisons professionnelles, une fois de plus. Par la suite, Nicolas nous a rejoints. Et puis, il a dû repartir en Tunisie. Et c'est de la Tunisie qu'il est venu en France. Il était tout seul là à ce moment-là ? Il était tout seul cette fois-là. Ok. Donc moi j'avais Émile et Michel au Cameroun. Une fois qu'il est arrivé en France, il a été question que la famille se soit regroupée. Okay. Et cette fois-là en France. C'est comme ça que Émile, Michel et moi, nous l'avons rejoint en France en 2019. Ok. Bon, déjà d'abord les tout petits et puis moi par la suite. Parce qu'il fallait que je règle les questions professionnelles avant de pouvoir partir. Donc, septembre 2019, nous étions tous réunis en région parisienne. Et moi, je commençais ma vie de femme au foyer. Ok. Parce que dans un premier temps, à peine arrivée, l'environnement m'a semblé très nouveau, très différent. Et j'ai ressenti le besoin de stabiliser d'abord la vie familiale
l'installation de chacun avant de voir si je voulais me relancer dans le travail tout de suite. Ok, d'accord. Vous étiez en région parisienne et comment vous vous êtes retrouvés là dans l'Est lyonnais où on est actuellement? Eh ben, Nicolas a été débauché par un de ses clients et donc il a eu un travail à Lyon. Et en quittant la région parisienne, après avoir vécu le confinement en appartement, on s'était juste dit, il n'est plus question du tout qu'on soit déjà en appartement, il fallait avoir de l'espace. Parce que la famille, en quittant la région parisienne, il y avait Marguerite déjà, voilà, on était 5 dans l'appart. C'était un peu étroit, donc il a fallu chercher un espace un peu plus grand. En périphérie, nous ne voulions pas être en ville. Le juste milieu que nous avons trouvé entre la ville et la campagne, c'était là où on est. Ouais. Donc toi, tu viens du Cameroun, ton mari est sénégalais, on l'a dit. Vous avez vécu en Tunisie. Est-ce que tu as perçu des différences notables entre ces cultures dans la manière de concevoir la famille et aussi l'éducation des enfants? Alors, il y a de grandes différences que je note, moi, dans la façon d'éduquer les enfants, dans la façon de vivre la vie familiale. Au Cameroun, c'est vrai qu'on vit pas forcément plusieurs générations regroupées au même endroit. C'est plutôt le père, la mère, les enfants. En Tunisie, plusieurs générations cohabitent. Bon, ça, nous avons vu chez nos voisins, les personnes que nous fréquentions. Au Sénégal aussi, c'est plutôt similaire. Plusieurs générations peuvent cohabiter. Aussi bien en ville qu'en campagne? Aussi bien en ville qu'en campagne. Le chef de famille, le père de famille, quand il va aménager ses espaces, il tient compte du fait que voilà, il doit donner de l'espace après à ses enfants qui ramèneront leur conjointe. Je parle de ses enfants garçons. Et donc, il est prêt à accueillir, en fait, ces nouvelles familles qui vont se créer de par des suites de sa descendance. Okay. Au Cameroun, ce n'est pas prévu du tout. Au Cameroun, le père vit avec sa femme, ses enfants, et ses enfants, quand ils sont grands, ils doivent partir. Voilà. Ils vont fonder leur famille, ils vont s'installer chez eux et un peu à la française finalement. Voilà, on se fréquente, mais chacun voilà s'organise chez lui. Okay. Voilà. Et donc l'éducation des enfants. Ouais. Alors, par contre, pour la façon d'éduquer les enfants au Cameroun, malgré le fait qu'on ne vive pas forcément plusieurs générations ensemble, la responsabilité incombe toujours au reste de la famille et même d'ailleurs aux passants d'éduquer les enfants. Donc, un enfant que je croise dans la rue qui se comporte mal, j'ai le devoir de lui rappeler la règle, j'ai le devoir, même à la limite, de le punir. Ok. Ouais, mais je dois le reprendre. Ouais, ça peut aller jusque-là. Ça peut aller jusque-là s'il le faut, parce que s'il n'entend pas raison, ben, il faut que j'agisse. Mais je ne peux pas non plus, je peux pas juste le laisser continuer de faire n'importe quoi. Je dis n'importe quoi et il lance des pierres sur les voitures. Sur des voitures. Ouais. Je n'ai pas juste à lui dire arrête, et s'il n'arrête pas, je continue mon chemin. Non, non. Il doit arrêter. Il doit arrêter au point où je dois pouvoir le ramener à sa famille, à ses parents pour qu'il continue voilà, de lui rappeler la règle. Mais je ne le laisse pas faire, non. Parce que c'est se mettre en danger, c'est pas bien, quoi. Et je ne lui ferai pas, je ne l'aiderai pas en le laissant décider, lui, de continuer de faire des bêtises. Donc voilà, au Cameroun, c'est ça, la règle. Ben, c'est que tout le monde participe à l'éducation des enfants. Au Sénégal, alors, j'ai vu ça aussi. Oui, je ne dirais pas que oui, ça aussi j'ai vu. Mais en Tunisie, par contre, non, je ne l'ai pas vraiment vu. C'est les parents qui doivent gérer un peu ce que leurs enfants font. Peut-être que je ne me suis pas sentie aussi légitime pour intervenir, même si j'ai les réflexes d'intrusion. Mais non, je n'ai pas trop vu ça. Et pour moi, je trouve que c'est ça une des principales différences. Et avec la France aussi, ça doit être... Alors là, en France, si tu reprends l'enfant de quelqu'un d'autre, ça peut très, très mal se passer. J'ai appris que voilà, je ne devrais pas. Bon, j'essaie de m'y conformer. Tu l'as appris à tes dépens? Non. Ou tu t'en es vite rendu compte? Je n'ai pas eu à... Ben, je crois que la façon de regarder, le regard que j'ai reçu des premiers enfants que j'ai dû interpeller m'a quand même fait me poser 2-3 questions et les parents étaient dans les parages. Heureusement, ici en France, quand même, les parents ne sont pas très loin. Donc, voilà, on le voit vite aussi à la tête que les autres font. Du coup, je me suis dit, bon, peut-être qu'il n'y a pas vraiment besoin aussi
d'intervenir, puisqu'il y a toujours les parents dans les parages. Mhm. Mais après, on m'a vite rappelé que, voilà, ici, ça ne se faisait pas. Donc, du coup, j'essaie de m'y conformer. Même si, moi, pour ceux que je fréquente, ceux qui sont autour de moi, même mes voisines, ben, je leur dis, n'hésitez pas. Si vous les voyez, s'il vous plaît, aidez-moi. Parce que pour moi, c'est de l'aide que je recevrai que de voir mes enfants recevoir des rappels à l'ordre. Oui, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de frapper un enfant. Ça, c'est complètement différent. Voilà. Il s'agit de reprendre un enfant ou de le faire cesser. Voilà. Comme c'était le cas en France, nous, quand nos parents étaient petits, dans la rue, tu pouvais te faire reprendre par un passant. Par un passant, oui. Voilà, si tu faisais n'importe quoi, oui. Ouais. Donc, au Cameroun, on va pas frapper l'enfant, non, tu n'oserais pas aller jusque-là parce que, bon, voilà, généralement, bon, qu'est-ce qui se passe? L'enfant n'a pas la même attitude avec quelqu'un d'autre que ses parents, on va déjà dire ça. Donc, théoriquement, on n'a pas besoin d'arriver jusque-là et ce n'est pas souvent ce qui arrive, d'ailleurs. Mais se faire tenir par le bras pour être ramené quand on résiste et tout ça, oui, ça arrive et, enfin, pour nous, ça, c'est pas de la violence. Mais c'est pour le ramener, il ne peut pas entendre raison, il faut pouvoir le ramener à ses parents et pour que ça s'arrête. Je veux dire, voilà, on utilise les moyens de bord, mais oui, pour moi, c'est recevoir de l'aide que de voir mes enfants être repris s'ils sont en train de faire des conneries. Ils ne feront pas toutes leurs conneries devant moi, donc je ne saurai jamais tout. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont parfaits. Donc pour moi, voilà, je crois fermement que c'est de l'aide que je reçois. Voilà. Comme dit le proverbe africain, il faut tout un village pour élever un enfant. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça veut dire concrètement au Cameroun? Donc là, tu as commencé à en parler avec les passants. Par exemple, le rôle de la famille élargie. Par exemple, toi, tu as encore ta maman de souvenir, tu as encore ta maman, ton papa. Oui. Quand vous rentrez avec les enfants, je ne sais pas comment ça peut se traduire, cette part active de la famille un peu élargie dans l'éducation des enfants. Ah ben, ils doivent intervenir autant que nous les parents et même, j'ai envie de dire parfois un peu plus, parce que eux, ils vont voir peut-être des détails que nous, parents, à la longue, on ne considère plus comme importants. Mais pour eux, par exemple, voilà, ça va être pas sacrilège, mais tout comme c'est vraiment à corriger. Donc oui, mon père, ma mère, bon, après ils sont grands-parents, donc c'est pas non plus l'énergie, ils ont la position de grands-parents qui est plutôt de chouchouter les enfants, mais bon, s'il le faut, ils vont le faire, ils vont les reprendre. Par contre, c'est les tontons, les tatas qui ont encore de l'énergie et qui, eux, vraiment, généralement, ne vont pas laisser passer. Comme je dis une fois de plus, eux, ils seront plus attentifs à ce que nous, les parents, nous ne considérons plus comme important. Donc, du coup, ils vont quand même pas mal nous aider en les reprenant. Et c'est pas qu'on soit présent ou pas. Hein. C'est, s'il le faut, qu'on soit là ou pas, ils interviennent, tout comme si c'était leurs propres enfants. Voilà. Ça peut donner lieu à des choses un peu rocambolesques, parce que toi, tes enfants, ils sont élevés un peu à la française, quand même. Moi, quand je vois tes enfants, il n'y a pas trop de différence avec les miens. Est-ce qu'il y a des choses, par exemple, où tes frères, ou je sais pas si tu as des sœurs, tes frères, tes sœurs, eux, ils peuvent trouver un peu bizarre, tu vois, ou ils peuvent penser que ça ne se fait pas, et où toi, tu te dis, en fait, si, ça se fait. Ou toi, des choses que tu vois chez tes neveux et tes nièces, qui peuvent te paraître un petit peu déplacées, ou je sais pas si on peut aller jusqu'à déplacer, mais tu vois, où tu aurais repris tes enfants, et où là, eux se disent, alors, pas du tout, quoi. Je vois ce que tu veux dire, Alicia. Effectivement, parce que j'ai des cas pour l'été dernier même, hein, c'est pas si loin que ça. Vous étiez au Sénégal. On était au Sénégal l'été dernier et je dis n'importe quoi. Ma belle-sœur va dire à ma fille, par exemple, voilà, quand tu te lèves, il faut faire ton lit. Alors à la maison, sincèrement, je lui prends plus la tête dessus. Ouais. C'est déjà gagné si une fois par semaine elle fait sa chambre. Je dis déjà gloire à Dieu. Donc honnêtement, j'ai un peu lâché dessus. Mais du coup, quand elle le fait, quand elle lui dit, moi je dis juste dans mon cœur, sauvé. Si on retourne d'ici, si en partant d'ici, elle a acquis le lit et que ça peut rester un peu dans elle là, ce serait plutôt... C'est de tout bénéfice pour moi, dans ce cas-là, en fait. c'est génial, ouais. C'est génial. Donc, quel que soit
l'intervention de mon frère, de ma soeur, de ma belle-soeur, de mon beau-frère, je n'interviendrai pas. Ça, c'est une règle d'or. Ce qu'il a dit, il ne le dit que pour son bien. C'est mon postulat de base. Il le dit pour son bien. Si moi, ça ne me semble pas important, je pense que si mon enfant acquiert cette notion-là, ce ne sera qu'un plus pour elle, pour lui, pour cet enfant. Donc, je n'ai pas à m'opposer à cela. Déjà, je ne vais pas contredire mon frère ou ma soeur ou ma belle-soeur ou mon beau-frère. Non. Ok. On ne se contredit pas entre adultes. Même si tu n'es pas d'accord. Même si je ne suis pas d'accord, je ne contredis pas. Ok. Ça ne va pas le tuer. Ça ne va faire que le former. Ok. Ce ne sera pas... alors, on va pas aller dans des extrêmes. Hein. Il va pas dire dimanche tu vas pas à la messe et moi je suis pas d'accord et je laisse faire. Non, par contre, on est d'accord. Non. D'accord. Mais pour tout ce qui est éducation... Oui, c'est pas un drame non. Si sur des petites choses, t'es pas forcément raccord. Au pire, tu le feras pas chez toi. C'est tout simplement ça. Voilà. Mais par contre, je ne le contredirai pas. Ça, par contre, c'est une règle d'or de l'éducation de la communauté. Si on veut que ça marche, il vaut mieux ne pas du tout mettre les enfants dans les embrouiller, en fait. Sinon, ils ne s'en sortent pas. Sinon, il faut qu'ils aient un visage quand ils sont devant tonton tel, une attitude quand ils sont devant tata tel. Non, je veux pas du tout élever mes enfants dans ces conditions-là. Et tu arrives à le faire avec Nicolas ? Avec Nicolas, c'est pareil quand Nicolas dit quelque chose aux enfants ou quand toi, tu dis quelque chose aux enfants ? Avec Nicolas, règle d'or, je ne le contredis pas. Je ne suis pas d'accord, mais je ne le contredis pas. Et lui, à l'inverse, s'il n'est pas d'accord avec... Il ne me contredit pas. Il ne me contredit pas. On ne se contredit pas. Sinon, mais on est grillé. Sinon, on n'a pas d'autorité devant ses enfants. Je trouve tellement dur, mais c'est... C'est très dur. Oui. Mais je te dis que c'est très dur. Je me souviens, il y a des sanctions parfois, parce que là encore, on parle d'un acte à faire. Ça, c'est simple. Je veux dire, fais ton lit, bon, ça va pas la tuer, franchement. On rentre à la maison, elle le fait pas. Je vais pas crier sur elle, non. Mais ça peut être une sanction. Parce que le tonton peut être amené à sanctionner. Si l'enfant a été têtu, je suis d'accord avec le tonton. Si je te dis, fais ton lit, tu l'as pas fait, il faut sanctionner. Sinon, ça n'a pas d'intérêt à le dire. Il n'y a pas d'intérêt à le dire. Donc, la sanction, on pourrait aller sur les sanctions qui sont... Une fois de plus, on ne parle pas de violence. Non. Physique. Il n'est pas question de violence physique parce que... Non, mais on va parler d'une sanction, je dis n'importe quoi, tu es privé de dessert ou tu es privé de sortie ou bien tu es privé de jeux vidéo ou bien je dis n'importe quoi, quelle que soit la sanction qui va juger utile à donner, je n'ai pas à intervenir. Ça me fait de la peine qu'elle soit sanctionnée, je dis n'importe quoi sur le dessert, oh punaise, ça tombe mal, je voulais faire un gâteau aujourd'hui et son gâteau préféré, ça me fait de la peine qu'elle ne puisse pas manger, mais je dois m'y tenir. Sinon, l'action du tonton ou de la tata ou de Nicolas n'aura pas eu raison d'être. Elle n'aura pas de poids. Donc oui, je suis désolée, tu n'auras pas de gâteau. Oui, mais maman, c'est injuste. Écoute, ce qui est juste, c'est d'obéir, tout simplement. Parce qu'après, derrière, il faut voir. L'enjeu n'est pas le lit qu'on dresse. C'est l'autorité. Il faut pouvoir respecter l'autorité. Si tu ne reconnais pas une autorité, tu vas penser que c'est possible de faire n'importe quoi, n'importe où, devant n'importe qui. Ouais. Et pour moi, je ne veux pas transmettre ça. Moi, les valeurs que j'ai reçues et auxquelles je suis attachée, c'est déjà le respect de l'autre, le respect de l'autorité, le respect de l'aîné, le respect de... Voilà. Pour moi, c'est très important. En arrivant en France, qu'est-ce qui t'a le plus surprise ou marqué dans la manière dont on éduque les enfants ici ? L'une des choses qui m'a le plus frappée, avec laquelle j'ai eu du mal, c'est la solitude des parents dans l'éducation des enfants. Je trouve que ça pèse vraiment. Je me suis rendu compte que le fait que la communauté intervienne, la famille élargie intervienne, mine de rien, ça soulage un peu la charge que portent les parents dans le cadre de l'éducation de leurs enfants. Je ne dis pas qu'on a fait des enfants pour que ce soit les autres qui s'en occupent. Non, je ne dis pas ça. Je les aime de tout cœur, mes enfants. Je veux m'en occuper du mieux que je peux. Mais j'ai le droit d'être fatiguée. J'ai le droit d'être de repos. Par contre, c'est pas quand je suis fatiguée ou que voilà, j'ai besoin d'une petite pause, ça doit pas s'arrêter. C'est pas pour autant que eux ils doivent être laissés abandonnés à eux-mêmes. Ce sont que des enfants, ils ont encore besoin d'être tenus. Donc pour moi, se retrouver seul à porter toute cette charge, c'était pas facile.
C'était pas évident. Oui, parce que tu avais Nicolas, mais Nicolas était beaucoup en déplacement. Nicolas travaille, mais même même maintenant, il est là, mais on n'est pas partout où se trouvent nos enfants. On ne peut pas être partout. Je ne peux pas avoir une caméra derrière eux à tous les endroits, dans tous les endroits qu'ils fréquentent. À l'école, je vais dormir, je serai sereine parce que, voilà, il y a les enseignants, tout le personnel qui est là pour s'occuper de qui veille sur leur bon comportement. Et donc, quand ils se comportent mal, on a ce retour. Quand ils vont être au caté, ça va. Je veux dire, ou à la paroisse, quand on organise des activités. Parce que je sais que, voilà, une fois qu'ils sont avec le catéchiste et tout ça, la personne veille sur le comportement. Maintenant, quand ils sont dans la rue et qu'ils sont simplement allés jouer avec des copains au parc, ou alors aller faire du vélo, tout simplement. Je veux pas mettre une caméra sur eux. Oui, toi, tu serais rassurée de savoir que quelqu'un jette un œil et que demain, je croise Émile, je suis pas en train de faire n'importe quoi, que je prenne mon téléphone pour te le dire. Mais là où on vit déjà, on est dans un tout petit village, heureusement. Je reçois parfois des appels. Quelqu'un m'appelle, ah oui, j'ai aperçu Michel qui rentrait avec Marguerite. J'ai proposé de les prendre, mais ils m'ont dit non, c'était tout bon, qu'il n'y avait pas de souci et tout ça. Ok, je voulais juste m'assurer que c'est tout bon. Oui, oui, je confirme, oui, c'est tout bon. J'ai vu Émile sur le chemin qui rentrait de l'école, je me suis permise de le prendre et tout ça. Ah ben c'est super parce que je prenais aussi mon fils qui était sorti avant le bus. Oui, super, génial, merci. C'est pas que je demande d'aller chercher mon fils, mais je me dis, si j'ai ces coups de fil-là, s'ils sont aussi en train de jeter des pierres sur des voitures, j'espère bien que... On t'appellera. Si on ne m'appelle pas, qu'on les arrête au moins déjà. Ils arrêtent de casser, mais que quelqu'un va les arrêter. Je prends des exemples extrêmes pour exprimer un peu ce que je pense. C'est vrai qu'en plus, en France, c'est mal perçu. Tu vois, quand tu parlais tout à l'heure, je pensais, au rôle de la belle-mère, par exemple. En France, vraiment, c'est mal perçu les commentaires que fait ta belle-mère, par exemple, sur la façon dont tu éduques tes enfants. Tu vois, si elle te dit tu devrais pas le laisser faire ça, c'est très mal perçu. C'est très très mal perçu. Et dans les villages, par exemple, parce que toi tu marques bien la différence entre les villes et les villages, parce qu'en banlieue parisienne, vous n'avez pas eu la même expérience. Il y a ce côté aussi, on va dire depuis la génération de nos parents, en gros. Le village, c'est aussi là où on surveille sa voisine. Tu vois, c'est souvent perçu comme ça. C'est rarement perçu positivement. Le fait de pouvoir dire ton gamin est rentré à vélo, tu sais, même à des trucs bêtes. Une fois, je remontais dans mon village et en fait, il y avait un gamin qui faisait du vélo. Et chez nous, tu vois comme c'est fait pour monter chez moi, tu passes par la forêt et tout. Et le gamin était tout en noir. Et moi, je l'ai vu au dernier moment. Arrivé dans le village, je sais pas, j'ai dû m'arrêter à un moment et puis il est arrivé à ma hauteur. Et je me suis même demandé si je devais lui dire que c'était dangereux. Tu vois, la peur de s'immiscer et tu vois, de savoir ce que le gamin va te dire, alors que bon, la plupart du temps, il va rien te dire, ou que ses parents vont percevoir, tu sais, mais alors que là, il se met en danger, bien sûr que ça paraît ton rôle, en fait, d'intervenir, de lui dire, quand tu montes comme ça à vélo, sans lumière, tu risques quand même de te faire renverser, et j'aimerais qu'on le dise à mes enfants. Voilà. C'est quelque chose qui a été éradiqué de notre culture, quoi, le fait d'intervenir. D'accord. Alors, ma belle-mère ne me dira pas, tes enfants, ils se comportent mal. Elle leur dira, vous arrêtez de vous comporter comme ça. Ok. Pareil que ma mère. Elle remettra pas en cause. C'est un commentaire qu'elle peut me faire si elle veut, mais pour nous, le commentaire, il est inutile. Je veux dire, enfin, il sert à quoi? Si c'est pour me demander de le reprendre, reprends-le, il est là. Et je t'interdis pas de le faire. Pareil, ma belle-sœur, c'est Michel qui me dit, ah, mais oui, aujourd'hui, j'ai fait la cuisine. Et je dis, ah, mais c'est chouette ça! Tu fais la cuisine. Et donc, je dis à ma belle-sœur, ah, mais c'est chouette, c'est super. Comment tu as fait pour la convaincre de faire? Parce que, en fait, Michel aime bien faire la cuisine, mais là, il fallait faire un tas d'oignons. Il fallait faire, je crois, 2 ou 3 kilos d'oignons. Donc, je me disais, punaise, elle a dû pleurer parce qu'à la maison, les oignons et elle, bon. Donc, je dis, mais comment tu as réussi à faire les oignons à Michel? Elle me dit, mais elle voulait pas. Mais je lui ai dit, mais c'est ça qu'on va faire pour le déjeuner. Donc, elle a intérêt à s'y mettre. Voilà, j'ai dit, chouette. Elle ne m'a pas dit, non, mais ta fille, elle refuse de faire. Non. Et elle n'a pas laissé ne pas le faire. Pour moi, j'ai trouvé ça super génial. Et puis donc, Michel m'a dit, par contre, parce que grâce à ça, Michel m'a dit, maman, j'ai trouvé la technique pour les oignons. Ah ben, c'est super. Bon, du coup, à la maison, on va plus galérer. En fait, voilà comment nous... Bon, peut-être que c'est moi qui suis naïve. Moi, je préfère le prendre... Enfin, moi, je l'ai toujours pris comme ça. Toi déjà, t'as un super bon mental, quoi. T'es toujours positive. Il y a du bien. Je pense qu'au fond de nous, on est bon. Je pense aussi que si on cherche l'époux, on en trouvera toujours. Toujours. Donc,
ce qui m'arrange, moi, c'est de voir ce qu'il y a de positif. Parce que c'est ça qui va m'aider à avancer. Si je regarde le négatif, ben, je vais être trop motivée, je vais me renfermer. Ça, je veux pas. Donc, je dois faire un tri sélectif là, c'est vrai, mais ça m'arrange de prendre ce qu'il y a de bon. Donc, ma belle-sœur, quand elle m'a fait sa remarque, honnêtement, je te promets, si elle voulait me dire autre chose, ben, ce que j'ai rien compris, et jusqu'aujourd'hui, j'aurais toujours rien compris. Je préfère rester là, à ne rien comprendre, pour juste me dire, maintenant, Michel n'a plus peur de faire des oignons. C'est tout simplement c'est ça. génial. C'est génial parce que finalement, en fait, tout le monde a bénéficié de ça. Ben oui. On parle quand même de nos familles. On parle de nos frères, sœurs, belles-sœurs, beaux-frères, normalement, qui ne nous veulent pas du mal. Ces enfants-là, pour moi, sont aussi leurs enfants. C'est pas parce qu'ils sont sortis de mon ventre qu'ils sont que les miens, non. Ils sont nos enfants. Je dis, mon neveu, s'il tourne mal, je me sens pas bien. Je me sens pas bien que mon neveu tourne mal, même si je n'étais pas dans les parages quand ça s'est passé. Je veux que mon neveu s'en sorte dans la vie. Je veux qu'il soit outillé. Je veux qu'il puisse être la lumière quand il arrive quelque part. C'est ce que je veux pour lui. Je prie pour lui, pour ça. Et donc, du coup, si je le vois mal se comporter, si je vois qu'il tourne mal, je pense même pas à sa mère ni à son père. C'est d'abord, là, j'essaie de régler ce que je peux régler moi. Parce que le commentaire que je vais faire à sa mère, à son père, c'est pour leur dire quoi? Qu'est-ce que ça va donner de plus? Ils ont fait du mieux qu'ils ont pu. Moi, c'est ce que je me dis. Je repense à cette... pendant les émeutes, là, les dernières émeutes, je ne sais pas si tu as vu cette image d'un père qui arrive et en fait qui attrape son fils et qui le jette dans la voiture. Je ne sais même pas s'il ne le jette pas dans le coffre de la voiture parce que le gamin est parti pour casser. C'est ça. Voilà. Il l'a attrapé et en fait, on a dit oui, mais en fait, le fait d'incriminer les parents, moi qui me paraît être un peu... logique, je dis pas que on peut, comme tu disais, on peut pas être omnipotent, on peut pas être partout. On peut pas. Ceci dit, on doit quand même savoir où sont nos enfants et voilà, si tu sens qu'en plus c'est dans des périodes où ça craint. Nous, on a été on n'a pas eu de problème là où on était, mais voilà. Et en fait, moi je me suis dit mais son père, ce père, il est dans son rôle de père. Mais tout à fait. Il a fait cesser l'enfant. Il lui a fait comprendre qu'on pouvait pas aller tout casser, peu importe sa colère, peu importe voilà. Je suis totalement d'accord. C'est pas une violence, c'est pas... Pour moi, non. Il est dans son rôle, il agit comme il peut dans cette situation-là. Ouais. Qu'on espère tous ne pas vivre. Mais oui, il est... Mais attendez, élever un enfant, c'est pas évident. C'est pas facile. Hein. Nous ne sommes pas des ordinateurs, nous ne sommes pas des robots. Nous sommes des êtres humains aussi. Nous avons nos faiblesses. Nous avons nos mauvais moments aussi. C'est-à-dire, nous ne sommes pas toujours au top. On peut avoir un travers, on peut dériver. Derrière chaque acte d'un parent, je ne pense pas... Moi, je ne veux pas rester sur l'acte. L'acte est l'acte. Mais derrière, il y a une volonté. Pour moi, derrière, il y a une bonne volonté. Il n'y a pas un parent qui déteste son enfant. Il n'y a pas un parent qui fait quelque chose pour nuire à son enfant. De façon générale, normalement. De façon générale, oui. De façon générale, normalement. Pour des parents normaux. Normalement, voilà. On peut avoir exagéré, on peut ne pas avoir trop fait. Le curseur, c'est pas toujours évident à situer. Ça dépend de beaucoup de choses. Oui, puis je rentre d'une journée de travail, je dis n'importe quoi, je sais pas, bon, il peut avoir... pense à ce père, il avait peut-être fait sa journée de travail, mais voilà. Il est rentré, il a dit, il est où mon fils ? Il est où ? Il repart, il le revoit avec une bande en train... La soupape, elle lui saute, et en fait, peut-être que ce qu'il veut dire à son fils derrière, c'est ça, c'est... En fait, j'espère mieux pour toi. Oui. J'espère mieux pour toi que d'être un délinquant, voilà. Et c'est le quantième rappel à l'ordre, on n'en sait rien. Je veux dire, il y a beaucoup de choses qui peuvent... Peut-être que l'enfant, c'est un récidiviste notoire. Aimer les enfants, c'est aussi à un moment leur placer la limite. Tu sais quoi, il m'est arrivé de punir mes enfants. Je me souviens de ma fille aînée une fois en particulier. Je l'ai punie. Je pleurais autant qu'elle. Sincèrement, je pleurais autant qu'elle. Ça me faisait de la peine de la punir. Mais je devais la punir. C'est aussi ça. Je me serais entendue, je me serais écoutée, en principe, parce que ça m'aurait fait de la peine, je ne l'aurais pas puni, mais je ne l'aurais pas aidé pour autant. Donc, c'est vrai que des fois, on le fait aussi pour éviter la crise. Moi, je vois, mon fils, il rentre dans des colères noires, donc des fois, tu te dis « Non, j'ai pas envie d'aller mener ce combat-là », et c'est bête. C'est bête, alors même s'il faut pas aller au clash à chaque fois, mais... Et c'est mon mari qui me disait ça, il me disait « Mais en fait, là, tu viens de lâcher là-dessus, mais dans 2 minutes, il va te reprendre sur d'autres choses parce qu'il a besoin en fait que
il a besoin, du combat. Que tu lui places, voilà, que tu lui places la limite là. Donc en fait, t'as lâché là-dessus, mais dans 2 minutes, tu seras sur un autre combat. Et c'est vrai, et en fait, on n'a pas envie parce qu'on n'a pas envie d'une crise, ou ça nous fait de la peine, comme tu disais tout à l'heure. On est fatigué. Voilà quoi, on se dit juste, mais bon, Dieu merci, il ne lâche pas. Et donc, à un moment ou à un autre, on rentre dans notre rôle et on fait ce qu'il y a à faire. Mais parce que, voilà, à chacun de faire son devoir. Est-ce qu'il y a des choses que tu trouves plus faciles en France par rapport au pays où tu as vécu ou au Cameroun? Après, si tu veux parler de la Tunisie, ok, mais déjà par rapport au Cameroun, est-ce qu'il y a des choses que tu trouves plus faciles dans ta vie familiale ici ou dans ta façon d'exprimer certaines choses? Une chose que je trouve très facile ici par rapport au Cameroun ou même au Sénégal et que j'ai découvert, témoigner son affection, les marques d'affection. Mes enfants m'apprennent à montrer mon affection. Et ça se fait ici naturellement, facilement. Alors par contre, je ne sais pas où ils ont appris, parce que ce sont quand même mes enfants. Ils savent pas de moi. Mais ça, je reçois et j'accueille avec grand plaisir. Peut-être que c'est pas pareil avec les grands, justement, qui ont vécu ailleurs, non, ils s'y sont collés. Ah, très vite, hein. Je sais toujours pas où ils ont appris. Parce qu'en plus, Michel et Émile, eux en particulier, que j'ai eu au Cameroun, qui ont vécu plusieurs années au Cameroun avec moi, on faisait pas ça. Un câlin, un bisou, ça c'est le truc à la maison. Un câlin, un bisou, jamais il m'avait sorti ça. C'était autre chose là-bas. Je peux même pas te dire de quand ça date, mais c'est depuis Michel et Émile. Donc eux, ils nous ont apporté ça. Et donc voilà. Et Nicolas, c'est pareil, ça l'a surpris par rapport... Alors déjà, en plus, il faut dire quand même que Nicolas a un tempérament assez réservé. Même s'il était français, je pense que peut-être qu'il se serait pas... Il te tape pas dans le dos, quoi. Non, mais il est très câlin par contre. Ok. Oui. Donc il ça est l'a très moins... câlin. Lui je crois qu'il a dû mieux se retrouver dedans que moi. C'est trop marrant. Oui, lui, il est très câlin. Étant donné vos caractères, j'aurais jamais cru. Ah, il est très câlin. Ok. Toi, avec tes parents, ça se passait pas comme ça. Au Cameroun, il y a moins de marques d'affection. Elles sont différentes. Elles sont différentes. Il y a des marques d'affection. Par exemple, mon père et moi, on est très amis. Alors ici, vous dites fusionnel. On est fusionnel, mon père et moi, mais on ne se tient pas la main. On ne marche pas main dans la main, non. Ça, c'est pas que c'est interdit. Mais je crois aussi c'est parce que lui, il n'a pas connu ça non plus. Ouais, donc on ne connaît pas ça. Un espace. Il y a un espace, mais vraiment pas qui n'est pas calculé. Hein, parce que mon père et moi, on est vraiment fusionnels. On est comme vous appelez ici fusionnels. On est très très proches. Bon, maintenant que je suis loin, quand on se voit, oui, je lui fais la bise, je lui fais une accolade. Mais voilà, quoi, c'est parce que maintenant on est loin. Okay. Sinon, quand j'étais au Cameroun et que voilà, on est juste lui chez moi chez moi. Enfin, lui chez lui et moi chez moi. Quand on se voit, oui, salut, ça va. C'est même pas la poignée de main. Non. C'est ça va, oui, ça va. Et les enfants, ouais. Et puis voilà, on discute de ce pendant des heures. Puis moi, on cause des heures, mais on marque pas notre affection là. On l'exprime pas comme ça. D'accord. On passe du temps ensemble, on aime bien. On discute beaucoup ensemble. Nos échanges sont très bienveillants. Je sais qu'il m'aime inconditionnellement. Inconditionnellement. C'est le meilleur papa du monde. C'est celui que je souhaite à toutes les filles. Aux garçons aussi, s'ils veulent bien en profiter. Bon, je connais le complexe de Deep. Voilà, donc voilà, on est vraiment... Non, mais je l'aime de tout mon cœur. Je sais qu'il m'aime de tout son cœur. Et comme je dis encore une fois de plus, inconditionnellement. Mais on se tenait pas la main. Non. Ouais, ça se traduit pas par une proximité physique. Pas tactile. Non, ouais, pas tactile. Et toi, c'est quelque chose que tu aimes avec tes enfants, dans ta relation avec tes enfants? Alors, j'ai découvert, tout à l'heure, je te disais quand je suis entrée que les chats, j'ai pas peur, mais j'aime pas. Et j'aime pas les chats parce qu'ils frottent tout le temps là. Ils sont tout le temps là. C'est ça que j'aime pas. Okay. Donc, au début, j'ai eu un peu de mal. Mais quand ça vient de mes enfants, qu'ils l'expriment comme besoin, je ne peux que l'adresser. Et donc, j'ai appris. J'ai appris à aimer ça, à savourer ça, voilà. Et maintenant, je leur propose, s'ils oublient ou bien si je pense qu'ils en ont besoin, voilà, je vais leur proposer. Et la fameuse bise française, comment ça t'a fait?
Oh, la bise, ça va. On se Ça fait la va? bise. Au Cameroun, on se fait la bise. Ok. Au Sénégal, non. Mais au Cameroun, oui. Non, on se fait la bise quand on se salue. On se fait la bise. Oui. Ok. Non, ça m'a pas Donc gêné. ça t'a pas gêné. Le nombre, par contre, à chaque fois, je m'y perds. Hein. Et de 2, et de 3. Bon, je connaissais 2. Accordez-vous. On m'en sort parfois 3. Ouais, nous aussi. Je Moi aussi, m'adapte. quand on m'en sort 3, je suis perdue. Et à l'inverse, est-ce qu'il y a des valeurs ou des façons de faire africaines que tu aimerais voir davantage en France? Tout à l'heure. Je vais pas entrer dans le jugement parce que oui, ça me fait sourire parce que je veux pas juger non plus. Mais Oui, t'as pas de volonté d'imposer des éléments d'une autre culture dans la culture française. Mais est-ce qu'il y a quand même des choses qui toi, te semblent que ça tournerait mieux s'il y avait certaines choses? oui, je plains un peu la jeune génération parce que je me dis si le respect de l'aîné était un peu plus ancré, je pense quand même que pour les jeunes, ça les aiderait. Je plains vraiment cette génération parce que je trouve que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de limite. Ils ont le champ libre, mais du coup, à leur âge, je ne sais pas s'ils savent déjà qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, quelle est la limite, quelles sont les règles. Bon, les règles de politesse, oui, ça on apprend, ça tout le monde connaît. Ouais, pas tout le monde. Ah, On ok, n'arrive d'accord. même pas à être tous d'accord là-dessus. Bon, Ouais. ok. Donc, voilà, autant pour moi. Mais je pense que le respect de l'aîné serait intéressant à avoir. Pour moi, c'est noir, blanc, jaune, qu'on soit sur la lune ou sur le soleil. Pour moi, si on ne peut pas faire confiance à celui qui est plus âgé, qui est censé avoir un peu plus d'expérience et qui est censé nous montrer le chemin, se trouver son chemin, on va finir par le trouver. Hein. Mais à quel prix? Est-ce qu'on va peut-être le trouver? Je ne sais pas. C'est vraiment lâcher des enfants dans l'inconnu et voilà. J'ai un peu peur des dérives qu'il pourrait avoir. Ce matin, je décide que voilà, je veux être... Une flaque arc-en-ciel. Voilà, j'ai le droit. Ouais. Bon. Oui, mais en fait, c'est même sans dire d'être forcément dans un jugement de la personne, c'est en fait, est-ce que je suis capable de savoir ce qui est bon pour moi bon. et ce dont je ne reviendrai peut-être pas, ou voilà. Est-ce que je suis capable de l'évaluer? C'est ça. Quand je suis ado, quand je suis... Pour moi, jusqu'à 18 ans, puisque c'est l'âge de la majorité ici, au Cameroun c'est 21, hein, donc on a poussé un peu. Mais pour moi, jusqu'à l'âge où il assume les conséquences, tout au moins du point de vue d'égal, il devrait être tenu par la main. À la maison, il l'est, peut-être pas, mais... Le cerveau humain est adulte à 25 ans. Alors, au Cameroun, je vais te dire, pour ma mère, je suis toujours un enfant. J'ai 44 ans. J'ai des enfants. Mais je suis toujours son enfant. Non, mais c'est sûr. Mais quand j'entends, voilà, des fois, il y a des pays où voilà, tu peux prendre des décisions qui sont quand même très, très graves, comme prendre des bloqueurs de puberté, tu vois, te faire vacciner ou non, enfin, tu vois, qui peuvent... Enfin, tu vois, à 16 ans. Mais à 16 ans, mais quelle est la probabilité, Mireille, que tu prennes une décision intelligente? Tes hormones sont déjà dans tous les sens. Voilà, c'est ça. En fait, il faut que tu puisses, à 16 ans, te projeter des conséquences sur ta vie adulte. Donc déjà, là, quand tu as dit ça, déjà, normalement, tu as plié le sujet, tu vois. En fait, on laisse pas les enfants être des enfants, parfois. Et dans leur rôle d'enfant. C'est ça. Cet encadrement, vraiment, leur permettrait, je suis tout à fait d'accord avec toi, de rester des enfants totalement naïfs, innocents, comme ils doivent l'être. Et donc, sachant qu'il y a des personnes adultes qui, eux, vont mettre le cadre dans lequel ils seront en sécurité, bien sûr. Et ne pas les laisser déborder dans tous les sens. C'est pas toujours facile, une fois de plus, comme je dis, quand on commence à avoir des ados. Ça devient une autre paire de manches, c'est concours de patience et d'endurance. Ouais, c'est ça. Puis quand on en a plusieurs, c'est vraiment l'endurance. Ben oui. Donc j'entends aussi, mais pour moi, c'est pas une raison. Et c'est peut-être pour ça que cette communauté ou ce devoir de tous de veiller sur cet enfant-là me rassure plus parce que, comme je dis, c'est une épreuve d'endurance, donc parfois même de relais. Hein? À la maison, je vois avec Nicolas, c'est souvent le relais. Il gère un bout quand je vois qu'il est ok, d'accord, mais je reprends le relais. Parfois pareil, quand il me voit, moi je suis déjà
j'abandonne, ben voilà, il prend le relais et je pense que la société gagnera. Enfin, je me dis. Vous êtes une famille catholique. Même Nicolas, qui est sénégalais, est catholique. Ça a son importance parce que le Sénégal, je ne le savais pas, mais il y a 90% de musulmans au Sénégal. 4% seulement de catholiques, ouais. Ouais. Oui, parce que le reste, ça doit être, j'imagine, Oui, ceux qui n'ont ouais, pas, athées. ou des protestants ou d'autres. Non, athées, dans les 4%, on va avoir tous les chrétiens. Ah, ok. Oui. Et donc, il y aura il y a cet autre pourcentage de tous ceux qui ne sont pas, qui ne croient pas du tout. D'accord. En Dieu. Est-ce que tu perçois des différences entre la façon de pratiquer et de vivre sa foi ici en France et celle que tu as connue au Cameroun ou que ton mari a connue au Sénégal? Oui, il y a une très grande différence. Alors déjà, au Cameroun, c'est pas que c'est une obligation. Déjà, déjà seulement dans ma famille, j'ai dit mon père, lui, n'est pas catholique. Hein. Okay. Donc quand on va à la messe, quand il faut aller à la messe, déjà, il n'est pas catholique, il est polygame. Parmi ses femmes, okay. il y en a de catholiques, okay. pratiquantes. Ok. Il a combien de femmes, ton père? Il a 5 femmes. Ok. Voilà. 4 qui vivent auprès de lui. Ma mère ne vit pas là-bas, mais ils ne sont pas divorcés. Donc, elle demeure son épouse. Ils sont séparés? Je veux dire, non, où ils se retrouvent, par exemple, quand elle va au Cameroun? Non, ils ne se retrouvent pas. Et, ils sont séparés. Okay. Ils sont séparés, mais légalement parlant... Ils sont encore mariés. Ok. C'est pour ça que je la compte aussi. Et lui, d'ailleurs, il la compte aussi, parce que légalement parlant, elle a tous les droits qu'ont ses autres épouses. Donc, il a des épouses pratiquantes, donc voilà. Un exemple pratique, le 24 décembre, quand on doit aller à la veillée de Noël, ben voilà, avant le repas, parce que nous on prend le repas plutôt le 24 dans la nuit, la veillée de Noël, en fait, mais ceux qui vont à l'église, et ceux qui n'y vont pas attendent, simplement ceux qui reviennent de l'église pour qu'on entame la veillée à la maison. Okay. Donc voilà, c'est le respect en fait de ce que les uns et les autres veulent faire ou pas faire. Au Sénégal, on y va, dans ma belle famille. Mon beau-papa était catéchiste. Donc, systématiquement, comme dit Nicolas, ils sont tombés dans la religion comme Obélix à la naissance. Okay. Donc, ça baigne dans eux, dans leur veine. Donc, systématiquement, ils y vont. Et la question ne se pose pas, quoi. On y va. Ça ne se pose pas comme question. Okay. Lui, il n'y a pas de polygamie dans sa famille. Non, dans sa famille est catholique, son père et sa mère. Okay. Catholique. Alors, j'ai une belle-sœur qui est mariée à un musulman. Ok. Donc, son mari est musulman, mais elle est bien catholique pratiquante. Ok. Donc, elle va à sa messe, normalement. Tous les matins, elle est à la messe, elle. Okay. Donc, voilà, ça se respecte aussi beaucoup. C'est une très belle société qui vit vraiment la tolérance de religion. C'est ce que me disait Nicolas, c'est que ça se passe très bien. Ça se passe très, très bien. Je dis, alors, ma belle-sœur est mariée à un musulman. Il sort son tapis 5 fois dans la journée. Elle, le matin, elle commence sa journée par la messe. Voilà quoi, donc c'est respectueux, c'est un couple qui... Ils sont grands-parents maintenant, hein, pour dire, voilà, c'est pas... Ils ont fêté, 40 ans de mariage presque, je sais plus, mais bon, bref, ils vivent bien ça, et chacun dans sa religion, en se respectant l'un et l'autre. Alors ici en France, la différence pour moi, c'est... Ça rejoint la notion de liberté que nous, on a au Cameroun. Mais j'ai l'impression qu'en plus, ici, on rame à contre-courant quand on doit aller à la messe. C'est un peu ça qui est un peu délicat parfois quand il faut expliquer aux enfants pourquoi dimanche, il faut se lever tôt, alors que c'est dimanche et qu'ils pourraient se coucher, faire la grasse matinée. Pourquoi ils sont obligés d'aller à l'église? Au Sénégal, la question ne se poserait pas parce que tout le monde se lève et y va. Tout le monde se prépare. Donc, c'est plutôt celui qui traîne au lit. Ouais. Qui se demande lui-même, qu'est-ce que je fous là? Il faut que je m'active comme tout le monde. Dans une même famille, tu veux dire? Dans la même famille, oui, dans la même famille, bien sûr. Dans la même famille. Au Cameroun, bon, on aurait posé la question, alors ce sont les qui y vont, et puis ceux-là se préparent, et puis voilà, naturellement. Bon, moi, je ne leur pose pas la question là-bas parce que, pour moi, nous, on y va. Parce que ça peut être... si tes enfants sont... En fait, si toi, tu es catholique, par exemple, dans les femmes catholiques de ton père, ils ont des enfants ensemble? Oui. Ils ont d'autres enfants? Oui. Est-ce que ces enfants ont le choix? Ou est-ce que c'est la mère qui dit, on va tous à l'église parce qu'on est catholique? Ça dépend de l'âge des enfants. Ok. La mère décide quand les enfants sont encore jeunes. Quand ils sont déjà ados, elle laisse le choix. Est-ce que vous voulez ou pas? Ok.
Okay, S'ils veulent, ils y vont. S'ils ne veulent pas, ben, ils restent. Mais quand ils sont encore avant l'âge d'adolescence, avant le collège, la maman ne pose pas la question. Elle embarque. Quand elle dit oui, ben, c'est avec toute sa progéniture. Et toi, tu vis comment là-dessus si tu disais, là, tu considères que vous y allez, Émile a 13 ans. Je sais pas, dans 3 ans, il te dit, je veux pas aller à la messe. Alors, il a souvent commencé à dire ça. Et jusque-là, j'ai réussi à le convaincre. Parce que moi, j'essaie plutôt de le convaincre. Il y a eu des moments aussi où je dis, ben, okay, pas de souci. Reste donc. Ça me fait de la peine. Mais je me dis, ok, j'espère qu'il va pouvoir se ressaisir. Et puis, d'autres fois, c'est Nicolas qui prend le relais. Non, tu vas devoir y aller, quoi. Tu te lèves et tu te prépares. Et puis après, c'est la règle. Voilà, c'est la règle chez nous. Mais oui, dans quelques années, je ne sais pas. Pour l'instant, l'objectif est toujours de rallier tout le monde. Voilà pourquoi, par exemple, quand il trouve un service à faire à l'église, parce qu'en fait, il faut leur poser quand je leur pose la question, c'est savoir c'est quoi, quel est le problème. Je dois me lever tôt, ok, ben on va chercher une autre messe qui te permet de dormir normalement, tu vois, c'est adresser le problème. Non, je m'ennuie. Ah ben, tu veux faire quoi? Alors, Émile est intéressé par le service d'hôtel, donc c'est à chaque fois demander est-ce que tu veux faire ton service aujourd'hui? S'il veut le faire, ok, je sais que c'est acquis. Michel, voilà, tu veux faire le service? Non, je ne veux pas faire le service. Est-ce que tu veux occuper les enfants derrière à faire un coloriage sur le texte du... Ok, oui, je veux bien. Ok, bon voilà. Comment elle va servir? Ça va faire en sorte peut-être d'adresser son problème d'ennui, par exemple. Donc, à leur âge, j'essaie plutôt de comprendre quel est le problème pour essayer de l'adresser. Maintenant, jusqu'ici, personne ne m'a juste dit je veux pas aller parce que je veux pas aller ou bien parce que je crois pas. Non, ça, on n'est pas dans ça et j'espère qu'on n'y sera pas de sitôt, qu'on n'y sera pas du tout d'ailleurs. Donc voilà. Mais après, par contre, je m'ouvre à accepter des divergences de point de vue. Il y aura bien un moment ou un autre, ils vont devoir prendre le relais. Je vais pas tout le temps décider pour eux. Voilà. Donc, il y a des moments où il faudra que je lâche aussi un peu et qu'ils décident pour eux-mêmes et qu'ils vivent leurs propres expériences. Parce que la foi, pour ma vie de foi, pareil, il y a des hauts, il y a des bas. Et parfois, ça ne sert à rien de forcer quand on est en bas. Mais il faut juste patienter. Donc, j'aimerais aussi qu'on parle du couple. Est-ce que tu trouves qu'il y a des différences culturelles fortes dans la manière de concevoir le rôle de l'homme et de la femme dans le couple entre vos pays respectifs chacun et la France? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surpris au niveau de la conception du couple? Et entre vous deux déjà, est-ce qu'il y avait des choses qui, culturellement parlant, étaient un peu surprenantes? Alors oui, déjà entre nous deux et nos deux cultures, c'était pas gagné. D'où je viens au Cameroun, on s'exprime plutôt librement, sans gants, parfois un peu bruyamment. D'où Nicolas vient, une femme, ça crie pas. D'accord. Ça ne crie pas. On ne doit pas entendre la voix de la femme. Mais ça, c'est pas écrit dans un livre. C'est pas non plus dans la feuille de route qu'il m'a donnée quand j'ai souscrit. Je l'ai découvert par la suite parce que voilà, j'ai discuté un peu ici et là avec mes belles-sœurs. C'est comme ça que j'ai appris à découvrir cette culture-là. Et donc, avec le temps, j'ai appris, comme dit ma belle-sœur, j'aime bien son expression, à masser mon cœur. Ok. Quand c'est trop chaud, parce que moi, je suis très impulsive de nature. Je bavarde beaucoup. Et quand je suis en colère, encore plus. Et vraiment, avec des mots, vraiment, c'est... Au Cameroun, on dit ça sort comme ça sort. C'est vraiment... Tout ce qui me vient par la tête, ça sort. Okay. Voilà. Il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de tri, il n'y a rien. Ça sort de façon brute. Et nous, en fait, quand on a fini de vider notre sac, on est léger. Et c'est bon. Ouais. Voilà. Vous voyez deux Camerounais qui se disputent. Mon mari disait toujours, il se disait à chaque fois, mais à quand est-ce qu'ils vont en venir aux mains? Mais non. Ils vont après dans le bar le plus proche, ils se payent, ils s'offrent des bières. C'est comme ça que ça finit. Mais on s'engueule bien, copieusement, correctement. On exprime ce qu'on a à dire. On exprime tout ce qu'on a à dire, mais de façon aussi crue que possible. On ne fait pas exprès à ce moment-là, tu sais, on ne maîtrise pas grand-chose. Là, c'est la colère qui parle, voilà. Une fois que c'est sorti, ben on va prendre un pot et puis on fait la paix, c'est réglé. Au Sénégal, c'est pas ça. On ne doit pas se crier de ça, encore moins une femme. Donc,
J'ai appris à masser mon cœur, comme je disais. Voilà, ça monte dans moi là. Voilà. S'il faut que j'aille faire un tour, je vais faire un tour. S'il faut que je fasse autre chose, s'il faut que j'appelle pour décompresser, j'appelle une copine, voilà. Mais ce n'est que quand je suis calme que là, je peux avoir les bons mots pour toucher du doigt ce qui a posé souci. Ok. Ça, c'est pas ce qui est le plus simple non plus. Mais pourtant, quand vous êtes fréquentés avant de vous marier, Oui, oui. il avait pas vu ce côté-là ou il considérait qu'il y avait peut-être d'autres côtés qui étaient plus, voilà, qui étaient plus positifs et que du coup... C'est lui qui saura nous dire. Il en a pris son parti en tout cas. Je sais pas pour lui, mais en tout cas, j'aurais eu du mal à cacher ça. Mais ouais, dans la gestion des disputes, c'était un petit peu, au départ, c'était un petit peu ce qui a pu poser problème. C'était assez problématique. Je ne parlerai pas là de la culture camerounaise parce que moi, je trouve ça ne correspond pas à ma logique. Moi, ma logique, c'est un couple, c'est une équipe. Et dans une équipe, chacun des membres de l'équipe a ses points forts et ses points faibles. Et donc, si il y a un point qui est faible pour un des membres de l'équipe, peut-être c'est à ce moment que l'autre membre, il prend le relais et ça peut être un de ses points forts également. Donc pour moi, il n'y a pas, je conçois pas le couple comme la femme fait ci et l'homme fait ça. D'accord. Pour prendre un exemple, je me souviens, on est arrivé ici, on a un jardin, notre premier printemps, je tends la pelouse et j'avais une copine au téléphone. Mais Mireille, pourquoi tu tends la pelouse? C'est à Nicolas de le faire. C'est pas forcément. Si lui, il ressent pas le besoin de jardin tendu et tout, je sais pas, moi, je vais pas lui imposer ça. Mais par contre, si moi j'en ai envie, je prends une tondeuse et je tends, quoi. C'est pas, pour moi, c'est pas écrit, c'est pas catégorisé comme ça. Ouais, voilà. ok. Donc c'est comme ça que moi j'ai toujours pensé que le couple devrait pouvoir, qu'on devrait s'exprimer librement dans ce qui nous convient ou dans ce qu'on veut faire, sans être en train de mettre l'étiquette sur quelqu'un. Alors au Sénégal, je crois que les rôles sont bien répartis. Ouais. Comme ma belle-sœur, j'ai une belle-sœur qui a dit à ma fille l'autre jour, pendant les vacances, Michel, c'est à toi de débarrasser. Elle n'était pas la dernière à avoir fini de manger. Elle n'était pas la dernière à quitter la table. Donc elle avait quitté la table et donc son frère était resté jusqu'au bout. Et il était encore sur la table. Et quand il a fini, ma belle-sœur qui lui dit, c'est à elle de débarrasser. Et elle lui dit, mais non, c'est pas possible, c'est lui le dernier. C'est lui qui débarrasse, comme nous on fait à la maison. Et moi, je lui ai demandé à ma belle-sœur parce que je n'ai pas trop bien compris non plus. Parce que comme tu disais tout à l'heure, elle l'a repris et même quand je trouve pas ça, quand ça correspond pas à ce que moi je veux, comment je réagis. Donc moi, j'ai juste posé la question de savoir, ah, ici l'habitude c'est différent. Elle a dit oui, ici l'habitude c'est que c'est la fille qui débarrasse, qui s'occupe de tout ce qui est les assiettes, ouais. Le couvert. Oui. Et Michel a posé la question qui suivait, que je me posais aussi, mais je ne voulais pas trop non plus être en contradiction devant la petite. Mais Michel lui a demandé, et donc lui il fait quoi? C'est exactement ce que je me demandais. Mais lui il fait quoi? Elle dit, ah non, lui par contre il va faire le sol puisqu'il y a eu des miettes par terre, c'est lui qui va nettoyer le sol. Et moi c'était révélateur, j'ai dit, ah ben donc c'est quand même, il y a une structure. C'est pas juste que la fille est bonne à faire les couverts et lui il fait rien. J'ai dit, mais donc en fait, pour moi ça semble logique, c'est une bonne répartition des tâches. Donc, et quand elle a expliqué ça, il n'y a pas eu de souci à ce que Michel prenne les couverts et qu'elle aille les ranger, les nettoyer et tout ça, parce que lui aussi, il s'est levé pour prendre le balai et nettoyer. C'est assez réparti là-bas. Maintenant, comment Nicolas voit les répartitions? Ça, une fois de plus, c'est lui qui pourrait nous dire. Au début, est-ce qu'il y a eu des trucs qui t'ont surpris justement? Est-ce qu'il s'attendait à ce que toi tu fasses des choses, plus de choses? Ou est-ce que toi tu te disais, bah attends, il se lève pas? Ou tu vois, est-ce qu'il y a eu ce cas-là? Qui peut y arriver aussi partout en France Oui, bien sûr que ça arrive. Alors, je me souviens encore d'une époque où je travaillais et il recherchait un emploi. Et donc, je sortais le matin, j'allais au boulot et quand je revenais, il n'y avait pas de repas. Ok. Bon. Ouais. Et je pose la question, alors, tu n'as pas eu faim aujourd'hui ou... Parce que pour moi, je ne le comprends pas comme... Enfin, je n'avais rien compris. Je m'étais juste dit, mais moi, je m'inquiétais. Qu'est-ce que tu as mangé de la journée? Il dit, mais non, il m'attendait. Ok. Pour manger? Oui, mais on va manger quoi? En fait, je n'avais pas compris. Il t'attendait pour faire le repas. C'est ça. Et donc, c'est comme ça que je comprends ça. Je dis, ah d'accord.
Ah ben, on dirait que t'as pas eu trop faim. Il va falloir faire des ajustements. Bon, ça va, ça a été réglé depuis le temps. Il n'y a pas de souci parce que avant, quand on se fréquentait, lui il fait mieux à manger que moi d'ailleurs. Et lui, il le faisait bien parce que la culture sénégale, elle est assez différente de la culture du Cameroun en termes de repas. Les 3 repas de la journée au Sénégal sont différents. Ok. Oui, le petit déjeuner est déjà différent du déjeuner même ici. Mais au Cameroun, par exemple, le déjeuner, c'est le même qu'on continue au dîner. S'il y a eu... parce qu'on en fait plus. On en fait plus, mais on prépare pour la journée ou parfois même pour 2 jours. Donc, on va mettre une partie, on va garder une partie pour le lendemain. Comme ça, on n'a pas à rentrer en cuisine tous les jours. Au Cameroun, ça s'entend facilement. C'est une organisation, surtout pour les femmes qui travaillent, qui peuvent pas être la journée à ne faire que ça. Au Sénégal, par exemple, la femme, plutôt qu'elle travaille ou pas, le repas du midi, il est différent. Il n'a rien à voir avec celui du soir. Ouais. Voilà. À la française, un peu. Voilà. Donc, pour moi, c'était déjà une grosse nouveauté. Parce que ça... Ah oui, non seulement il attendait que tu fasses le repas, mais en plus, il fallait que tu le surprennes. Ah ouais. Je pense que déjà faire le repas pour la semaine, tu te casses le crâne, mais alors là, 2 fois par jour, différent. Bon, bref. Mais bon, tout ça, après, c'est des ajustements. Comme toute vie en communauté, hein. Après, c'est... Voilà. C'est ça, comme toute vie en communauté, comme toute vie en couple, il y a des choses... Et puis, on peut très bien, comme tu disais, on peut très bien se retrouver aussi dans cette répartition un peu genrée. Tu vois, moi, très naturellement, je m'occupe plus de tout ce qui touche à l'intérieur du foyer, de la maison, et mon mari plus facilement de l'extérieur. Me demande pas quand est-ce que la pelouse a été tondue, j'en sais rien, tu vois. Je m'en fous, elle est tondue, c'est chouette. Et à l'inverse, je le dis souvent, mais ne lui demande pas par quelle sorcellerie les habits des enfants s'ajustent à leur taille, tu vois. Voilà. Mais c'est pas grave parce qu'en fait, on s'y retrouve. Il y a pas comme Émile et Michel, il y en a un qui fait rien et l'autre il fait tout. Je pense que c'est là-dedans qu'on se retrouve pas. Non, là-dedans, ce serait compliqué. Même si la culture sénégalaise a quand même pas mal de choses qui incombent à la femme, et c'est ce qu'on voit. Parce qu'après, l'homme va gérer ce qui est censé être le gros œuvre. Rapporter de quoi nourrir, enfin, assurer la sécurité de la maison, la sécurité matérielle, la sécurité de la famille, fournir de quoi faire à manger, enfin, de quoi faire le marché. Voilà, il va gérer le toit, les choses comme ça, enfin, le logis. Mais voilà, après, c'est pas non plus écrit. Voilà, c'est dans les usages. C'est dans les usages. Donc, si tu demandes même... il faut vraiment que quelqu'un prenne du recul pour pouvoir te faire même une liste non exhaustive, en fait. Mais bon, après, une fois de plus, je ne rentre pas trop là-dedans. Parce que, comme je dis, après, c'est comment on le vit. Si je le vis bien, d'attendre que la pelouse soit tondue quand Nicolas voudra, il n'y a pas de souci avec ça. Comme je l'ai dit, 2 ans plus tard, j'étais enceinte, la pelouse, elle m'atteignait déjà aux genoux et ça ne me grattait pas du tout. J'ai pas tondu. Parce que j'avais autre chose, moi j'étais enceinte, je voulais juste accoucher. Mais je me disais pas, Nicolas à quand tu vas tondre? Non, j'y pense pas comme ça. Mon mari va vouloir que je fasse une cure avec toi. Je suis pas sûre que ce soit non plus trop bien parce que parfois on dit, il y a des choses avant que je faisais, mais je me rends compte, je crois que c'est une des questions que tu vas poser parce que tu m'as dit comment la vie de foi a impacté sur mon couple. Ouais, on y vient là, après. Mais je te laisse y aller alors. Et alors, allons-y. Est-ce que la foi vous aide à faire du lien dans votre vie de couple? Alors, personnellement, je me suis pas mal posé la question de savoir si quelque part, dans cette liberté de penser ou de vivre ma vie conjugale que j'avais, est-ce que je n'empiétais pas sur les plates-bandes de Nicolas? Premier point, vraiment sur l'autorité. Ok. Et c'est là où c'est carré maintenant chez moi, grâce à la foi, c'est que l'autorité pour moi, c'est le père. Il faut un meneur dans le bateau. Je ne peux pas prétendre mener moi dans le bateau quand Nicolas est là. Je ne peux pas. Où tu ne veux pas en accepter aussi les implications. C'est-à-dire, en fait, tu ne veux pas devenir l'homme de la famille. C'est ça.
Et je me suis rendu compte que avant que je ne creuse dans cette question-là, inconsciemment, j'empiétais sur ces plates-bandes. Je prenais le rôle, je m'octroyais le rôle d'homme. Parce que, une fois de plus, je ne sais pas pour vous, mais nous, on ne s'est pas assis pour faire la liste de « Ok, toi, tu fais ci, moi, je fais ça. » Non. C'est un vécu. Bien sûr. C'est avec notre communication, elle est très pratique, pragmatique. C'est ce qu'on vit. Alors, nous avons une très grande liberté de penser. Nous nous sentons très libres dans nos conceptions. Et nous défendons cette liberté-là. Nicolas n'aura pas envie de tondre la pelouse, mais jamais, au grand jamais, il ne la tondra. Si tu lui dis Point barre. j'en ai marre de voir cette pelouse comme ça, j'ai vraiment besoin que tu tondes la pelouse, il va te dire tonds-la toi-même. Ou... Alors, déjà, d'où ça me sortira? Je n'arrive pas à penser là, à penser comme ça. Mais non, si j'y arrivais même, moi je suppose juste, parce que je n'y suis pas arrivée, mais je suppose qu'il me répondra, mais tu sais pas comment elle est là, elle te donne tant qu'elle est tendue si tu veux. Je me dis, parce qu'en tout cas moi c'est ce que je lui répondrais. Et s'il me sort un truc de... Je dis, mais tu sais pas le faire toi? Aussi simple que ça, quoi. C'est vrai. Aussi simple que ça, parce que si je voulais le faire, il y a des moments, j'ai pensé parfois dans mes jours un peu noirs que c'était dur, mais je trouve que c'est plutôt honnête et sincère. Je trouve ça plutôt... Ça nous aide à être... Enfin, moi, ça m'aide à être vrai. J'ai pas besoin de prétendre. J'ai envie de la tondre. Je lui demande pas son avis. Je cherche une tondeuse et je tond. Point barre. Je ne suis pas en train de tondre pour lui montrer que je peux le faire. Je ne suis pas en train de tondre parce que je veux lui faire de la peine. Non. J'ai juste envie d'avoir une pelouse tondue. C'est tout. Aussi simple que ça. C'est vraiment basique. Mais non. C'est là où je me dis parfois, j'ai usurpé le titre de chef de famille à un moment parce que je me dis parfois sur d'autres aspects, quelle que soit la bonne volonté derrière, ça pouvait peut-être troubler, par exemple, les enfants, dans l'éducation des enfants. Je dis n'importe quoi, je leur ai dit, il leur a dit, par exemple, vous ne sortirez pas, vous êtes privés de sortie. Ouais. Et moi, j'arrive derrière et je dis, non, je l'entends dire ça, donc je sais. Et je dis, mais non, allez-y, sortez, allez vous défouler. Ah, donc tu le faisais quand même des fois de contredire. Non. Okay. Alors, ce que je faisais avant, c'était, et ils savaient, les enfants, ils jouaient dessus, maman, est-ce qu'on peut sortir? Maman est très pro-sortie. Parce que, voilà, exprimez-vous, libérez-vous, défoulez-vous, voilà. Et donc, ils savaient à qui demander. Okay. Et donc, moi, qu'il soit là ou pas, ben allez-y. Naturellement, mais c'est sans me poser la question. Okay. Par contre, s'il est là, maintenant, je dis non. Il est là. Il faut lui demander. Papa est là, vous lui demandez. C'est lui qui décide. Et donc, ils vont aller demander à papa. Si papa a dit non, ben non. Ils reviennent, maman, papa a dit non. Ben, c'est non. C'est tout simplement ça. Il n'y a pas débat. Mais avant, je ne me posais pas la question dans ce sens. Je me demandais pas si il est là ou pas. Je décidais. Okay. Et c'est là où je trouve que j'empiétais probablement sur ces plates-bandes. Et tu penses que t'aurais pas eu la foi, ça te serait moins venu naturellement de te dire il faut que je lui laisse son rôle. Je pense pas que je me serais questionnée. Parce qu'une fois de plus, comme je ne faisais pas pour lui démontrer, je faisais pas pour mal faire, je faisais pas contre lui, Ouais. C'était l'impulsion, comme je dis, je suis très impulsive moi. Moi, c'est action réelle, enfin tic-tac. Je me pose pas trop de questions, mais sur certaines choses, je pense quand même qu'il est important de se poser la question. Et c'est parce que j'ai vu les enfants, justement, tout le temps venir vers moi que j'ai commencé à me poser la question, en fait. Ça a commencé par là. Et que je me dis, mais en fait, est-ce qu'il n'y a pas un bug là? Est-ce qu'il n'y a pas une faille dans laquelle il s'engouffre? Non, mais c'est vrai. Et en fait, c'est intéressant ce que tu dis parce que parfois, on se dit, ah ouais, mais il y a des pères qui prennent pas leurs responsabilités. Et il y en a qui prennent pas leurs responsabilités. Ça, c'est clair. Il y a des hommes qui vivent en périphérie de leur famille. Mais aussi s'interroger sur la place qu'on leur laisse. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, si tu les relègues à faire acte de présence ou à valider ce que toi, tu as déjà décidé, en fait, tu peux pas t'étonner qu'ils prennent pas sa place. Ben, c'est clair. Et là, c'est vraiment lui faire obstruction. C'est vraiment... ça va au-delà. Une fois de plus, c'est les enfants c'est les enfants derrière que je vois. Je pense pas que ce soit très structurant pour mon fils.
de voir que c'est moi qui décide. Parce qu'à la fin de la journée, c'est ce qu'on va retenir. Hein. C'est pas tant que je voulais qu'ils aillent se défouler. C'est pas tant que, je sais pas moi, je voulais qu'ils soient avec leurs copains. Mais c'est maman qui décide. Tu vois, ça prend rapidement la tournure. Je pense pas que ce soit indiqué pour Michel de voir que c'est maman qui décide ici. C'est-à-dire qu'on ne lui impose pas des choses, oui. Mais qu'elle n'empiète pas sur les plates-bandes de l'autre. Je veux que mon mari s'exprime à la maison. Je veux qu'il ait l'autorité qu'il doit avoir. Parce que je le vois très bien. Quand il faut cogner du poing sur la table, c'est son poing à lui qu'on entend bien. C'est pas le mien. Eux, ils savent déjà avec moi. Ils savent comment me manipuler. Et puis, de toute façon, je cogne doucement la table. Et puis, après, quelques minutes après, c'est passé. Mais quand papa cogne sur la table, tout le monde se redresse bien. Je le vois, je vois la réaction et je comprends bien qu'il est bien plus efficace que moi. Donc, il y a intérêt à soutenir bien cette efficacité-là, à lui donner tout le poids qu'elle devrait avoir, que je ne sois pas le refuge pour lui pourrir, enfin, je sais pas, l'avoir à dos, savoir que moi, je vais venir derrière compenser. Non, non. Vous assumez vos responsabilités. Vous avez été puni, vous avez été puni, je suis désolée. La punition, aussi extrême soit-elle, n'importe quoi. Il y a des punitions de privé pendant 3 mois. Punaise, 3 mois. Oh, punaise, 3 mois. Non, mais ça, les papas, des fois, on veut pas en vrille. Des fois, on est là, mais pourquoi t'as déclenché ça? Mais je rentre pas dedans. Non, mais je suis admirative, mais je sais que c'est ce qu'il faut faire. Mais si peut-être parce que je suis plus jeune. Je le fais de mieux en mieux, c'est mais ça. ouais. Mais c'est avec, moi aussi, c'est avec l'âge. Je te promets, c'est avec l'âge. J'étais pas comme ça à nos débuts. Hein. Ah non. Quand il sortait son décret là, mais là, je te l'avais cassé. Je dis, mais c'est pas possible. C'est moi qui étais l'avocat défenseur. Je la ferme. Comme dit ma belle-soeur, je masse mon cœur. Je la ferme dans mon cœur. Punaise, tout pour moi. Tu lui en parles après? Non. Je n'en parle même pas. C'est vrai? Non. Ok. Non. Vous lui dites quoi? Je sais pas, pas devant les enfants, mais de lui dire, écoute, là, j'ai trouvé que t'as été un petit peu excessive, tu vois, excessif d'ailleurs. Non. Pour que la prochaine fois, peut-être, ajuster un peu mieux? Non? Non. Ok. Je n'en parle pas. Lui comme moi, enfin, s'il vient me dire, par exemple, je prendrais la décision, 3 mois de privation, et s'il venait me dire après, tu trouves pas que j'aurais tendance, moi, je te dis moi parce que je sais ce que moi je vais faire, j'aurais tendance, moi, à me mettre sur la défensive, à justifier que j'ai raison d'avoir dit 3 mois. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, sa bonne volonté peut être frustrée de ne pas entendre, de ne pas avoir l'écoute attendue de moi, parce qu'en fait, le point n'est pas de me dire j'ai tort ou j'ai raison, le point est de dire ajuste peut-être parce que, mais moi je l'entendrais comme t'as abusé, t'as tort, tu as flagellé, tu vois, je le prendrais pas bien. Ouais, mais tu vois, je pense que ça dépend vraiment des personnes et des couples. Et c'est aussi ce qui est intéressant d'entendre des fois des gens. Tout à l'heure, tu disais, c'est mon histoire, c'est moi comme je. Ça veut pas dire que ça s'applique à tout le monde. Effectivement, rien ne s'applique à tout le monde. Mais des fois, tu prends des idées et tu prends. Parce que moi, à contrario, des fois, je suis partie trop loin dans mes paroles. Et je lui ai dit, pourquoi tu m'as pas arrêté? Et il m'a dit, mais tu es libre de dire ce que tu veux. Je lui ai dit, mais en fait, quand tu me vois partir en roue libre, arrête-moi s'il te plaît. Et en fait, je pense que ça fait chaque famille a aussi ou chaque couple a aussi ses façons de faire, mais par contre, je pense que le message à retenir, c'est essayer de comprendre comment l'autre fonctionne et tout en lui laissant sa place et tout, de dire voilà, est-ce que des fois il a besoin d'être arrêté, est-ce qu'il va bien le prendre comme tu disais, est-ce que ça a de l'intérêt de lui dire ça. Et comment il va le vivre derrière et comment on peut le vivre à deux, parce que non, si tu me dis après, si tu me dis tu as besoin d'être arrêté quand tu vas trop loin, là ça c'est entendu, et là je crois que ça peut être je sais que tu accueilleras bien une remarque que je ferai, parce que toi-même tu as demandé à être dans ça. Alors par contre moi j'ai pas demandé à ce que à ce qu'on t'arrête, j'ai pas demandé à ce qu'il m'arrête. Non, parce que parfois, quand on est parti, quand tu démarres, c'est parfois la goutte d'eau, tu vois, il faut, enfin, je veux dire, tu es inarrêtable, t'es parti. Ouais. Il y a un truc, ça peut être
juste la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est pas ça qui était peut-être le plus gros de toutes les gaffes qui ont pu être faites ou de toutes les conneries qui ont pu se passer. Mais malheureusement, c'est sur ça que ça tombe. Parce que Non, c'est peut-être mais la bien goutte sûr. d'eau. Donc, après, une fois de plus, tout ce que je me dis quand j'entends les veilles de 3 mois, bon, ben, écoute, c'est formateur. Voilà. Quel que soit lambda, ben, ils seront formés à tenir 3 mois. Donc voilà. Et ils retiennent bien la Voilà. leçon. Avec vos enfants qui grandissent entre plusieurs cultures, comment vous faites pour leur transmettre vos racines, votre foi, vos traditions? Est-ce que vous avez mis des choses en place? Est-ce que c'est simplement dans le naturel de votre façon de vivre? Alors, nous, on n'est pas très fort en choses à mettre en place, en rituel, on va dire ça comme ça. Ouais. On n'est pas très fort en rituel. Nous, c'est plus comment on le sent et ce qu'on a envie de faire. Alors, généralement, ce que Nicolas et moi, et on se concède pas pour ça, hein, lui, il fait ce qu'il a envie de faire quand il le fait. Moi, pareil, je fais ce que j'ai envie de faire quand je le fais. On est parfois en contact avec nos familles, donc on va leur faire parler à leurs oncles, tantes, cousins, cousines. Ils vont discuter avec eux, ils vont échanger avec eux. Nous allons aussi échanger. Donc, ils vont voir l'exemple sur nous, que ce soit pour le contact que j'ai avec ma famille, mes parents, mes frères et sœurs, mes neveux et nièces. Voilà, ils voient déjà comment je me comporte envers eux. Donc, je ne me cache pas en appelant mon père ou ma mère. Je ne me cache pas en parlant à mon neveu ou en souhaitant un anniversaire à ma nièce. Donc, ça, ils voient déjà. Et généralement, quand ils voient ça, on n'a même pas besoin de faire de rituel. Ils copient simplement. Pareil, Nicolas, il va leur faire parler voilà, au tonton et au tata, à la mamie. Voilà. On n'a pas parlé de la langue. Au Cameroun et au Sénégal, tout le monde parle la même langue parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais c'est quand même un sujet. La langue universelle chez nous, c'est le français. D'accord. Dans ma famille à moi du Cameroun, nous parlions français aussi à la maison. Ok. Donc moi, c'est pas déconnant. Même si on a une langue maternelle, mes 2 parents parlent la même langue maternelle. Moi, je l'ai apprise. Ma grand-mère me l'a apprise. C'est quoi? Le Bamileke, alors non, plus précisément le Tonga, parce que dans le Bamileke, il y a 400 langues maternelles dans le Bamileke. Donc plus précisément le Tonga, c'est ma langue maternelle. Donc moi je parle, parce que ma grand-mère me l'a apprise. Je parle avec ma mère, avec mon père parfois. Moi je lui parle en langue, il me répond en français. Donc à la maison on parlait du français. Ok. Nicolas est sérère. La langue la plus parlée au Sénégal, c'est le Wolof. Ok. Donc, il y a cette langue qui est communément parlée, mais locale. Et puis, il a une langue donc maternelle, sérère. Il évoque des mots de ces langues-là à la maison. Donc, les enfants connaissent, voilà, bonjour, bonsoir, voilà. Assieds-toi, lève-toi, voilà, les mots communément, les mots de base, en fait, des basiques. De mon côté, non, pas grand-chose, parce que moi, je ne parle pas vraiment ça. J'ai quelques expressions, mais expressions comme ça que je sors sans réfléchir, quoi. C'est pas parce que je leur apprends ça, mais voilà, j'ai cette tendance à poser certaines questions dans de la langue que tu as appris avec ma grand-mère, avec ma langue maternelle, ouais. Oui. Donc, ils savent déjà ce que ça signifie. Et quand je le dis, mais c'est quoi? C'est 3-4 mots, c'est pas non plus un dictionnaire. Et donc, ce sont ces mots-là qu'ils connaissent. Ok. D'accord. Mais avec les familles, ils peuvent parler en français, que ce soit avec la famille du Sénégal ou avec la famille du Cameroun. Tout à fait. Ok. Nos 2 pays ont le français comme langue nationale. Donc à l'école, on parle en français. On étudie en français. Ok. D'accord. Au Cameroun, c'est français et anglais. Donc nous, c'est en français et en anglais. Mais au Sénégal, c'est français. Donc les étudiants en français, ils ont le diplôme en français. Très bien. Voilà. Et en termes de coutumes, tout à l'heure, on a parlé d'une histoire de plats et assez grave. Est-ce que vous avez à cœur de leur transmettre certains éléments de vos cultures Oui, bien sûr. À la maison, déjà, on cuisine pas trop français. C'est plutôt camerounais, sénégalais. Bon, il y a un peu français quand même, mais c'est plutôt camerounais, sénégalais. Donc déjà, les habitudes alimentaires, voilà, de chez nous, on leur transmet cela. Ça se ressemble, la cuisine camerounaise et la cuisine sénégalaise? Non.
Ok. Non, du tout. Parle-moi de cuisine, moi j'adore qu'on me parle de cuisine. Du tout, Raconte-moi, du tout. qu'est-ce qui est différent? Qu'est-ce que c'est? Il y en a un qui est en sauce, pas en sauce. C'est un peu ces histoires-là ou c'est en termes d'épices, en termes de... Tout en sauce, mais il y a du sucré salé d'un côté et que du salé de l'autre. Au Cameroun, on mange sucré salé. Ok. On mange salé, mais sucré salé aussi. Et au Sénégal, c'est plutôt salé. Au Sénégal, c'est du riz tous les jours. Tous les midis, c'est du riz. Au Cameroun, non, c'est un complément comme un autre. On a une variété de compléments, comment vous appelez? Pommes de terre et... Féculents? De féculents. On a une très grande variété de féculents au Cameroun. Donc, du coup... Qui vient des productions agricoles? Oui. Du fait qu'il y ait plus de propositions Nos dans les productions? terres le permettent. Notre climat permet qu'on a un climat tempéré. Il est parfait pour beaucoup de cultures. Donc, chez nous, on cultive beaucoup. On a une large variété de légumes, de féculents. Voilà. Par exemple, la patate douce, ça, c'est... Et les dérivés de patates, Alors, c'est la pomme de terre peut-être qu'on fait moins au Cameroun, mais on fait quand même un peu aussi. Mais on a on a une vaste gamme de féculents, par exemple. Et donc, au Sénégal, par contre, non, parce que le climat ne permet pas. Donc, ils ont des variétés plutôt très restreintes. Le riz n'est pas fait, enfin, il est fait localement, mais pas assez pour la consommation locale. Mais les D'accord. habitudes culinaires, les habitudes alimentaires au Sénégal, c'est le riz tous les midis. Ok. Avec une sauce différente, hein. La sauce varie, et voilà. Mais le riz, tous les midis comme féculent. Et le soir, donc, c'est autre chose. Ok. Voilà, ça peut être, c'est là où on change des pâtes, des pommes de terre, des machins, voilà, on va changer avec autre chose. Et la viande? Toujours. Viande tous les jours? Alors, viande et poisson. Plus viande que poisson au Sénégal. Au Cameroun, moitié-moitié viande comme poisson. Ok, mais il n'y a pas de repas sans viande ou sans... Si. On en a. Ok. Au Sénégal, je n'en connais pas. Je ne connais pas de repas végétariens. Ouais. Au Cameroun, si, on en a par contre. On en a pas mal. Autant, j'allais dire, oui, dans une semaine, on peut avoir 2-3 repas sans féculents. Sans viande, pardon. Sans viande ou poisson. Végétarien. Ok. Équivalent d'épinards, mais voilà, qu'on fait sans viande, sans poisson. C'est comme ça, c'est pas... enfin, oui, c'est des mets comme ça de chez nous. C'est pas des choix de ne pas en mettre, mais c'est comme ça qu'on les prépare. On les prépare sans viande, sans poisson. Culturellement, ça... Voilà, c'est comme ça. Donc vous mangez... Oui, j'ai dit, nous on mange au Cameroun chacun dans son assiette comme ici. Donc on sert à table et puis chacun se sert et mange dans son assiette. Mais au Sénégal, l'habitude c'est de manger autour d'un grand plat, un grand bol, un grand plateau. Okay. Alors ça pourrait être dans des très grandes familles où on va faire le plateau des hommes, le plateau des enfants, le plateau des femmes. Ça c'est s'il y a vraiment beaucoup de gens, c'est-à-dire on parle de... je sais pas, 15-20 personnes ouais, ou à des célébrations. Mais quand on a affaire à une famille de, je sais pas, 5, 6, 7, même 10, c'est le grand plateau qu'on met à table et chacun avec sa cuillère, si on le veut, mais sinon c'est à la main, qu'on va manger autour de... Même pour les plats en sauce, les choses comme ça? Oui. Donc au Sénégal, la maîtresse de maison, elle sert, quand elle a fini de faire le repas, c'est elle qui fait elle sert le grand plateau, où elle met du riz au fond du plateau, de la sauce au-dessus, elle sauce tout le riz, et la viande au milieu, au centre, avec les légumes au centre. Elle ne mange pas pendant le repas. Elle est là, mais elle ne mange pas, parce que c'est elle qui fournit chacun devant lui, parce qu'il y a des règles. On ne va pas puiser au centre du plateau. On ne mange que devant soi. Ok. On ne mange que devant soi, donc vous mangez au fur et à mesure, et ça a fini. Et c'est elle qui vient vous recharger, qui vient recharger l'espace devant vous, pour que vous n'en manquiez pas. Et quand vous êtes répu, vous quittez le plateau, vous quittez la table. Et à la fin, elle va récupérer donc ce qui va rester du plateau, et c'est là-dedans qu'elle va manger, elle. Mais après que tout le monde ait mangé. Ok. Parce que elle, son travail, pendant que vous mangez, c'est de servir chacun. Mais elle mange toute seule ou elle mange avec d'autres femmes, par exemple? Peut-être avec d'autres avec qui elle a préparé le repas. Ok. Oui, elle pourrait manger avec, sinon ce serait seule. Okay. Si elle a préparé seule, okay, elle mangerait seule. Très bien, donc c'est comme ça qu'on fait. Voilà, c'est comme ça. Et tu me disais tout à l'heure que, par exemple, toi, tes enfants, ils sont pas forcément habitués à manger comme ça. Alors, ils sont pas habitués ici, à la maison, on mange pas comme ça, on mange chacun dans notre assiette. Mais les grands, ils se retrouvent très bien, ils s'adaptent, ils se sont bien ajustés cet été, ils se sont très bien ajustés. Ils avaient l'habitude? Vous étiez rentrés souvent au Sénégal avec les enfants? Il y a 2 ans, les grands avaient déjà été et ils avaient vécu ça. Ok. C'est vrai.
Quelquefois, en région parisienne, Nicolas nous a fait faire le plateau à la maison, 2 ou 3 fois. Donc, ils avaient déjà vu. Mais c'est pas systématique chez nous, donc. Mais eux, ils se sont bien ajustés. Et puis, ils sont grands. Donc, ils suivent un peu. Il y a les cousins et les cousines. Donc, ils suivent le mouvement. Par contre, les tout petits, eux, ils ont eu quelques soucis. Parce que déjà, même manger dans leurs assiettes seuls, c'est pas toujours gagné. Donc, autour du plateau. Autant de règles, parce que j'imagine qu'il y a des règles d'hygiène. Quand on mange dans un plateau commun, comme tu disais, on va pas piocher partout. Voilà. Déjà, il faut que tes enfants, ton fils, il a l'âge du mien, en 3 ans, il faut qu'il comprenne que voilà, on va pas coller ses doigts qu'on a collés au fin fond de sa bouche partout. Alors, on n'avait même pas, il nous a même pas laissé arriver jusque-là. C'est juste que lui, il regardait tout le monde bizarrement. Qu'est-ce que vous faites là, vous? Il passait son temps à regarder tous les autres qui mangeaient. Je sais pas s'il s'attendait à avoir son assiette, mais il pensait pas à manger. Il regardait les gens, il jouait. Et comme les gens étaient concentrés, on est concentrés tous à manger, donc honnêtement, on le gère pas, on le calcule pas. Donc 2-3 fois comme ça, je me suis rendu compte qu'il n'a pas mangé grand-chose, sa grande sœur et lui. Je dis non, on va pas continuer comme ça. Donc j'ai demandé à la maîtresse de maison, est-ce que c'est gênant si on mange dans nos assiettes? Parce que là, les petits, apparemment, ils comprennent pas très bien. Et donc elle a dit non, il n'y avait pas de souci. Et du coup, les repas qui ont suivi. Mais du coup, vous avez mangé toute la famille dans l'assiette. Oui, tous dans l'assiette. C'est-à-dire que t'as pas, L'assiette. ça aurait été moins bien perçu si ça avait été que André et Marguerite qui n'avaient pas mangé, qui avaient mangé une fois. C'est ça, si eux ils mangeaient de côté. Enfin, je trouvais ça gênant quand même par rapport à tout le monde qui mange ensemble. Ok. Un peu comme si eux ils sont en aparté, comme s'ils sont mis à l'écart. Ok. Elle a trouvé que ça gênait pas, donc du coup le repas qui suivait, ben, chacun de nous on a mangé dans nos assiettes. Faut dire aussi que on était quand même assez représentatifs. On était quand même un bon nombre. Donc alors nous on est 6, parce que je ne vais pas compter Anna Noémie qui ne mangeait pas à table avec nous. Ils étaient 2 à la maison, donc voilà. Voilà, si 6 personnes sont dans des assiettes, je crois que les 2 autres vont avoir du mal à rester dans le plateau. Non, finalement, on est passé... Mais les gens ont quand même des assiettes et tout. C'est-à-dire que quand ils font des grands repas, ils mangent ensemble dans le plateau. Et quand ils sont tous les deux, ces gens, ils mangent... Ah, je sais pas, est-ce qu'ils mangent dans le plateau ou est-ce que, je sais pas, ou quand Nicolas, il mangeait qu'avec ses parents? J'ai pas vu l'époque de Nicolas, mais ce que j'ai vu chez mon beau-frère, c'est que lui, sa femme et lui ne mangent pas au même moment. Ok. Donc, elle, le soir, elle mange pas vraiment, donc c'est lui qu'elle sert. Elle le sert lui, donc du coup, lui, il se retrouve dans son assiette. Ok. Ce qui est vrai aussi, c'est que lui ne mangeait pas avec nous. Même quand on était dans le plateau, dans le grand plateau. Donc, maintenant, ça m'interpelle sur la règle. Il faudrait que je demande c'est quoi la règle. Je trouve ça super intéressant. Mais il y a des règles comme ça. Mais c'est vrai que tous les deux, non, je ne les ai pas vus manger ensemble. Parce qu'ils vivent... enfin, pendant les vacances, ils n'étaient que tous les deux. Et non, je ne les ai pas vus manger ensemble, c'est vrai. Lui, il passe la journée au travail déjà. Donc, ce n'est que le soir qu'il mange à la maison. Et le soir, elle ne mange pas vraiment. Donc, c'est lui qu'elle sert. Ok. La prochaine fois que je mange avec Nicolas, je lui poserai la question. Quelle est la règle, Quelle est la règle? Mais nos enfants s'adaptent, en fait. Ce que je retiens quand même, c'est que nos enfants s'adaptent quand même facilement aux habitudes. Mais déjà, même seulement par mimétisme. Ils vont voir comment les autres vont faire ou bien ce que nous allons faire, nous leurs parents. Et ils vont faire comme nous. Ils ne sont pas perdus. Si tu devais donner un conseil à une maman africaine qui s'installe en France avec sa famille, quel serait-il? Pour conclure, là, je pense qu'on va s'arrêter parce que... Une maman africaine qui s'installe en France, ben moi, je lui donnerais comme conseil de se créer une communauté. C'est le repère que nous avons. Nous avons pour repère de vivre en communauté, enfin la vie seule, ce que j'appelle ici vivre seul, c'est vraiment vivre juste que ce noyau familial-là. Pour moi, je me suis retrouvée très solitaire. D'accord. Au tout début. À ne vivre que ma famille nucléaire, je me suis trouvée, j'ai vécu une grosse solitude, une grande solitude. C'est pas que Nicolas était là, les enfants étaient là. Mais parce que je venais d'un endroit où on vit au-delà de ça, comme j'ai dit, pour toutes les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, le fait de se sentir soutenu dans l'éducation des enfants, qu'ils ne soient pas abandonnés quand je suis quand je suis fatiguée ou que voilà je suis pas là tout simplement. Un autre exemple, à l'accouchement,
J'ai vécu 3 accouchements ici et ça n'a pas grand-chose à voir avec ce que nous vivons, ce que j'ai vécu au Cameroun pour mes précédents accouchements. Autant au Cameroun, je me plaignais d'être envahie parce qu'une femme qui accouche au Cameroun, elle a du mal à trouver du temps pour se reposer en journée parce que ça défile à n'en plus finir. On n'appelle pas, on ne prévient pas, on débarque et c'est comme ça. Les gens qui débarquent rapportent des plats, ceux qui ne rapportent pas viennent cuisiner là pour elle parce que c'est pas le moment pour qu'elle fasse ça. Moi, je me souviens, ma fille est née, je lui ai donné le bain peut-être quand elle avait 1 mois pour la première fois. Parce que la femme qui vient d'accoucher, elle est tout aussi prise en charge que le bébé. Elle ne va s'occuper de son bébé que pour l'allaiter, si elle allaite. Sinon, le bébé est porté par ailleurs, lavé par ailleurs, nettoyé par ailleurs, changé par ailleurs, ses repas sont faits. Moi, je me souviens, quand j'ai accouché ma fille aînée, on m'a donné à manger dans la bouche. On m'a nourri. On t'a donné une béquille. On m'a donné de la béquille. Il y a un repas. Ça t'a choqué? Ou tu trouves ça normal? Ma grand-mère qui était là et qui disait comment ça devait se passer et dont j'étais très proche, je l'écoutais, je suivais ce qu'elle me disait de faire. C'est pour ça que je me suis laissée faire. On va dire ça comme ça. Parce que déjà ce repas, ce mets-là, c'est un mets spécial pour femmes qui viennent d'accoucher. C'est censé aider à la lactation et tout le reste, et à remettre tout en ordre dans l'organisme de la femme. Bref, c'est un repas qui est un mets particulier. Il est très gluant. Donc, déjà, on ne peut pas le tenir avec la fourchette. Je ne connais le nom que dans ma langue maternelle. Ça s'appelle le nkui. Le nkui. C'est un truc très gluant. Et on ne peut pas manger ça à la cuillère ou à la fourchette. C'est à la main. Okay. Et il se mange avec un couscous, mais pas couscous algérien, comment vous appelez ça? Comme un pâté, mais je ne saurais pas comment. Tu vois la polenta? Ouais. Voilà, la texture de la polenta. Ouais, un peu, oui, très compact. Très compact, très chaud. Donc il faudrait que ce soit une espèce d'équivalent de polenta, très chaud, avec ce truc gluant-là. C'est les deux ensemble qu'il faut mettre dans la bouche. Rapidement, mais chaud, c'est brûlant. Enfin, chaud, brûlant. Ça brûle pas, hein, mais c'est très chaud. Okay. Donc, du coup, la personne même qui doit le faire, là, elle doit avoir des mains assez... Bon, bref. Mais j'ai eu la béquille. Pour dire, ça va au-delà des repas qu'on a pu m'apporter pendant les premiers mois après mes accouchements. Et ici, quand je suis sortie d'hôpital la première fois, après Marguerite, et que Nicolas m'a proposé le KFC de bon cœur, hein, de bon cœur, parce que effectivement toute cette grossesse là, je mangeais KFC 2-3 fois par semaine. Okay. C'était le besoin de grossesse, hein, je vous apprends rien. Mais seulement le jour où je suis sortie d'hôpital, je voulais plus entendre parler de KFC par contre. Donc voilà. T'avais envie de retrouver des plats que tu connaissais, voilà. Des choses. Donc je suis allée me débrouiller au frigo. Et ça, c'était que le premier jour du retour pour dire que la suite, voilà un peu à quoi ça a ressemblé. Ouais. Le lendemain matin, c'est tout, ils me tombaient tous dessus. On a faim, maman, qu'est-ce qu'on mange? Ok, c'était différent. Moi, au Cameroun, quand je vivais ça, je me sentais super envahie. Il y a eu des fois, j'ai eu envie d'écouter mes congés de maternité pour pouvoir aller me reposer. Parce que j'en pouvais plus. Le bébé, dans la nuit, il faut allaiter. On ne dort pas vraiment. Et dans la journée, le bébé dort tranquille. C'est le moment où je pourrais récupérer. Mais non, ça défile, ça ne s'arrête pas. Et les gens vont pas venir te voir. Et tu te dis, gérez-vous, moi je dors. C'est pas possible, ça ne se fait pas. Même si je ne suis pas en train de les accueillir ou de m'occuper de parce que sont eux qui ils viennent s'occuper de moi. Je dois quand même être là pour recevoir le service, quoi. Donc autant je me plaignais, mais quand je suis arrivée, quand j'ai vécu mon premier accouchement ici, je me suis juste dit, Seigneur, merci. Merci pour le fouet, parce que ça m'apprendra à me plaindre quand je suis bénie. C'était totalement l'opposé. C'est autant de choses, c'est pour juste donner des exemples de ce que j'appelle solitude en fait ici. Et du coup, toi, tu dirais à une maman de se refaire une communauté. Toi, tu as cherché à avoir d'autres Camerounais, d'autres Africains un peu autour de toi? Alors, je n'ai pas cherché des Camerounais, je n'ai pas cherché des Africains, j'ai cherché des catholiques. Les Africains, enfin, moi, le repère qui pour moi ne change pas,
Et c'est la beauté, pour moi, c'est la beauté de l'Église catholique, c'est universel. C'est la même partout. Je n'ai même pas à comprendre la langue. J'ai même pas... Si cette personne fréquente l'Église, on a des valeurs communes. Et ça me rassure. En fait, c'est le cadre dans lequel je n'ai pas à être sur mes gardes. Je n'ai pas à épier. Je n'ai pas à m'inquiéter. Même si on est chacun comme on a nos faiblesses. Mais c'est le cadre qui me rassure. Donc, voilà pourquoi... Première chose, quand j'arrive, c'est à l'église, m'ouvrir à la communauté. M'ouvrir, parce que l'idée n'est pas y aller sans s'ouvrir. Je trouve que c'est passer à côté de quelque chose. On va y aller, enfin, pour moi, c'est un peu rester en mode passif. J'ai besoin d'aller dans la communauté et de m'activer dans la communauté. Parce que je ne veux pas que pour recevoir, je vais aussi apporter. Et si je veux appartenir à une communauté, il faudrait que j'apporte ce que je peux apporter, ce que j'ai. Et on a chacun quelque chose à apporter. Donc, comment je mets ma petite pierre à l'édifice, mais pour montrer mon appartenance à cette communauté. Une fois que je l'ai, pour moi, ce sentiment de solitude, c'est comme ça que j'arrive à y échapper. C'est comme ça que je me retrouve un peu comme au Cameroun, un peu comme au Sénégal. Voilà. On n'a pas besoin de se connaître depuis 100 ans, on n'a pas besoin de se fréquenter chaque jour, mais on a le même repère. Et pour moi, c'est ça qui va au-delà de la couleur, qui va au-delà de l'origine, qui va... Voilà. Eh ben, je crois qu'on va se quitter là-dessus parce que je trouve ça tellement beau, tellement vrai, on pourra rien dire de plus. Merci Mireille d'être venue nous partager tant de choses, c'était vraiment... je suis tellement heureuse d'avoir cette interview-là. Merci pour ton ouverture d'esprit, merci pour ton attachement à beaucoup de belles valeurs. Parfois c'est bien de remettre l'église au milieu du village, comme on dit. Voilà. Tout à fait. Merci Alicia. En tout cas, merci pour cette belle opportunité que tu nous donnes de pouvoir mettre des mots même sur ce que nous vivons et que nous ne nous rendons pas compte. Hein. Moi, franchement, je mets juste un pied devant l'autre. Et là, mettre des mots sur des concepts comme ce concept-là, de tout ce que le monde nous apporte, à ma famille et moi. C'est assez intéressant. Ça va continuer de cheminer en moi et merci pour cette opportunité. Merci beaucoup Mireille. Si vous avez aimé ce podcast, je vous invite à lui mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Vous pouvez aussi me suivre sur mon compte Instagram traditionnel-8 podcast et je vous donne déjà rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode. À bientôt sur Traditionnel.